Malek est la preuve qu'une décision peut changer une vie. Rien n'est définitif. Salut Malek, comment vas-tu ? Ça va, écoute, très bien. Et toi ? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté de partager ton histoire au micro de l'Odyssée. Je suis ravie de te recevoir. Je t'en prie. Je vais commencer le podcast du coup par te poser une petite question. Est-ce que tu peux donc te présenter, dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, donc moi c'est Malek, 34 ans. Aujourd'hui, je suis donc responsable d'une agence de voyage qui s'appelle Travel More and More. Donc on propose surtout aux particuliers, mais aussi à des entreprises, donc des offres de voyage sur mesure où Ok. on va littéralement s'occuper de tout pour vous permettre à tous de voyager et pas forcément à des budgets qui sont très élevés. Ouais. Donc on essaie de s'adapter au maximum au budget, aux envies, au goût de chacun pour pouvoir en fait démocratiser ça et que tout le monde puisse partir et découvrir le monde hors des sentiers battus. Trop bien. Ensuite, Dans quel environnement tu as grandi du coup ? parcours, du coup, donc grandi dans les quartiers nord de Marseille. Hein ? Euh, Intéressant. Ouais, parce que pas du tout prédestiné à voyager ou même à bouger ou faire quoi que ce soit de ma vie, parce que la plupart des gens avec lesquels j'ai grandi n'ont pas forcément eu la même trajectoire que j'ai eu aujourd'hui. Donc j'estime que l'éducation que j'ai reçue a joué un rôle déterminant au parcours que j'ai aujourd'hui. La rencontre que j'ai eue aussi avec certaines personnes qui a fait que j'ai pu me détourner, on va dire, d'un destin qui était, on va dire, prêt à m'accueillir, Ouais, les pas bras forcément, ouverts. pas forcément le bon. Ouais. Il y a eu des moments très 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 compliqués, mais au contraire, faut pas se plaindre et surtout se dire que ça a été pour moi, enfin, faut retenir en tout cas que, enfin, je me dis ça, c'est que je retiens toujours le positif dans toutes mes Dans tout, expériences. ouais. Et ce qui a été cool, en fait, c'est que ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui, qui n'a pas forcément peur de faire ce que je fais aujourd'hui, n'a pas forcément peur de prendre un sac à dos, de partir sans aucun plan, sans absolument rien, et de me dire, ok, je me débrouille sur place, comme j'ai toujours fait dans ma vie. Et ce qui est cool, c'est que la vie est assez belle pour te réserver, en fait, toujours de belles choses. Des belles Donc, choses. aucune crainte à ce niveau-là. Et au final, je me dis, ça m'a servi beaucoup à me sortir aussi de certaines situations dans certains pays où, en fait, on acquiert certains réflexes dans l'environnement dans lequel on grandit, qu'on est beaucoup moins naïf, on est beaucoup plus attentif à ce qui se passe autour, etc. Et au final, que ce soit dans des pays où, soit le Mexique, en Amérique latine, ou en Asie, etc., où, par rapport à l'éducation que tu reçois, par rapport à l'environnement dans lequel tu as grandi, tu peux arriver à te sortir de certaines situations assez compliquées. Et justement, du coup, j'ai plein de questions qui me viennent, mais par rapport à cet environnement un peu compliqué, est-ce que tu peux nous décrire, parce que je pense qu'on a plein de préjugés, plein d'idées reçues sur les quartiers nord. Bien sûr. Est-ce que justement tu peux décrire ce que cette enfance dans ces quartiers et l'éducation que tu as reçue qui t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui ? Alors tout d'abord, il faut savoir un truc, c'est que mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans. Donc mes parents sont tous les deux algériens. Ma mère était femme de ménage. Mon père travaillait dans des petits magasins, drogueries, bazar, etc. La première chose qu'il faut savoir, c'est que malgré toutes les difficultés qu'on a eues, mon père, malgré le fait qu'il ne vivait pas avec nous, ne nous a jamais abandonnés. Ce qui a été, je pense, l'un des points, je dirais, salvateurs par rapport à l'éducation que l'on a reçue avec mes 2 grandes sœurs. Parce que on a beaucoup d'exemples dans les quartiers nord où les parents sont divorcés, où le père est absent, où ça finit très mal. Oui, il n'y a pas de repère et du coup, c'est compliqué. Complètement. Quand je dis le père, ça peut être la mère, etc. Et malheureusement, il y a aussi des événements qui sont tragiques. C'est pas forcément un parent qui s'en va, c'est surtout aussi un parent qui n'est plus là parce qu'il est mort, tout simplement. Donc c'est très, très, très compliqué. Deuxièmement, c'est que l'environnement dans lequel on grandit n'est pas forcément l'égalité des chances, j'y crois moyennement, dans le sens où
Certes, aucune cité n'a de barreau, donc on Oui, peut sortir, bien etc. sûr. Et je pense que il y a aucun souci là-dessus. Mais aucune cité n'a de barreau. Mais quand on est 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, même jusqu'à 14, et influencé par ce qu'on a autour. Bah oui. Et c'est pas évident parce que quand tu te fais réveiller à 2 heures du matin par des coups de feu, quand la police t'embarque pour rien, faut Mm. littéralement dire les choses telles qu'elles sont, parce que t'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Oui, c'est ça. En fait, dans ces endroits-là, tu ne peux pas montrer ton état, on va dire, faible. Ce n'est pas possible. Quand tu grandis avec deux grandes sœurs dans les quartiers comme ça, où ben, tu es entre guillemets obligé de les défendre, c'est encore plus compliqué. Et le contexte actuel, c'est-à-dire le contexte, fait que on n'est pas forcément aidé par, on va dire, les pouvoirs publics, parce que Mm. bah, on est plus stigmatisé qu'autre chose, parce qu'on remet tous les maux de la société sur nous, alors qu'au final, on pourrait littéralement en être la solution. Mais le fait d'être stigmatisé, du coup, beaucoup de gens croient en ce discours-là, et le fait de séparer en fait les groupes de personnes, alors qu'au final, on est tous français, mais le fait de séparer ça nous ramène directement à un besoin de sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que si les gens nous font sentir qu'on n'est pas français, on va être autre chose. Oui, du coup, Ça oui. peut être musulman, Mm. arabe, noir, tout ce que tu veux, et après français. Mm. Il a le problème, c'est que pour avoir voyagé dans d'autres pays, beaucoup de pays en fait ont fait sentir aux gens qu'ils étaient d'abord, je veux dire une bêtise, britanniques, Mm. néo-zélandais, etc., avant d'être musulmans, algériens, enfin Oui. tout ce qu'on veut. Mm. Et c'est ça que je trouve assez intéressant et qui manque. Mais le contexte n'a pas été évident. Par contre, comme je te le disais tout à l'heure, je n'ai pas à me plaindre et j'échangerai ma vie, mon enfance avec personne. Et est-ce que tu as des situations un peu complexes à, je sais pas, à nous expliquer de ton enfance qui font que bah, ça t'a forgé, quoi? Je dirais en fait la violence quasi quotidienne. Et quand je Mm. dis violence, c'est pas forcément de la violence que les gens ont en tête. Voilà. C'est surtout en fait ce que je te disais, c'est il faut surtout pas montrer quelconque signe de faiblesse parce que au final, si tu le montres en fait, on va te considérer comme entre guillemets une proie et les gens vont te bouffer. Mm. En gros, ça veut dire si quelqu'un entre guillemets fait une remarque sur ta sœur, qu'il la menace de X ou Y chose et que tu ne réagis pas, un jour ça va arriver. Et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Mm. Ça sera peut-être de la faute de cette personne-là, parce que, bah, bien entendu, ce sera la justice faire ce qu'elle veut. Mais moi, dans ma tête, je me dirais, c'est de ma faute parce que je n'aurais pas fait quoi que ce soit et que j'aurais laissé faire. Donc tu devais défendre tes sœurs en permanence, même si elles étaient plus Tout, âgées. c'est-à-dire mes sœurs, enfin, tout ce pourquoi je tenais. Et les amis aussi. Très fréquemment, tu peux te retrouver dans des bagarres. Euh, je veux dire, t'as un pote à toi qui se bat, bah, tu vas sauter, comme on dit. Oui. Et c'est assez fréquent, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, que ce soit même en dehors, dans le quartier, etc. Et encore une fois, comme je te le dis, on n'a pas forcément aidé on n'a pas forcément été aidé, pardon, parce que on a ce problème, en fait, d'image. C'est que la colère que l'on a, on ne la dirige pas au bon endroit. Mm. Mon ressenti est là, c'est-à-dire que dès lors qu'on a, bah, tu le vois avec les émeutes en banlieue, etc., tu sais, hein, c'est simple, mais c'est pas en cramant la voiture de la mère de ton voisin que tu vas régler des problèmes. Ah non, clairement pas. Plus ou moins, on sait où se prennent les décisions. Et c'est plus à ce niveau-là, pacifiquement, j'insiste, très important, pacifiquement, ne pas leur donner raison, parce qu'en Mm. fait, on fait littéralement leur jeu, quoi. On leur Ah bah donne oui, raison. c'est sûr. Au contraire, à discuter, peut-être se politiser, peut-être être plus conscient en fait du monde dans lequel on vit. Et qui c'est qui dit ça? C'est Kerry James, ouais. Il disait que le savoir est une arme. Oui. J'ai pas mieux. C'est... Ouais, Voilà. il a tout dit. Donc des situations, oui, il y en a eu plusieurs. Bagarre à la sortie de l'école, classique. Oui, ça c'est... Le fameux je t'attends à la sortie. Où t'étais pas bien jusqu'à la sonnerie à Ouais, savoir non, clairement.
Ou tu te préparais, hein, parce que là, tu ne faisais même plus attention au cours, etc. Tu te préparais mentalement à la bagarre. Ah oui. C'était quoi? Je me rappelle, je te jure, c'est vraiment pas une blague. Le premier jour au collège, en 6e, le premier jour, bagarre. Vraiment le premier jour de la rentrée des classes, je me bats avec quelqu'un. Et en fait, ça te montre juste la folie que c'était. Mais encore une fois, c'est comme toutes les expériences en fait dans une vie, c'est que peut-être sur le moment, je sais pas, tu stresses, t'es pas bien, t'es triste, tu as toutes les mauvaises. Oui, t'as Mais en fait, peur. avec le temps, t'en rigoles. Ah bah Et oui, mais toujours. c'est ce qu'il faut garder en fait. Encore une fois, c'est que ça te forge. Il faut toujours garder le positif en fait de chaque expérience. Et j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, que ce soit une rupture amoureuse ou une enfance difficile ou quoi qu'il arrive, encore une fois, dans certains cas, après, je prends juste mon cas, hein, je parle pas d'autres personnes, parce qu'il y a quand même beaucoup plus grave que mon cas perso, quoique je considère que mon cas perso n'est pas si grave que ça. Ça forge. Et en fait, je pense sincèrement que les personnes les plus fortes mentalement dans ce monde sont les personnes qui en souffrent le plus. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bah, c'est les plus conscientes de ce qui peut se passer et de comment réagir. Complètement d'accord. Et tout ce qu'on entend au niveau des drogues dans les quartiers, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que moi, c'est vrai que quand tu m'as dit je viens des quartiers nord, je me suis tout de suite posé la question en me disant bah il aurait pu finir comme la plupart, c'est-à-dire dealer. Complètement. Et j'en ai eu l'opportunité. Et pourquoi tu l'as pas fait? J'en ai aucune idée. En fait, comme je te le disais, c'est un biais psychologique qui a été introduit dans ma cervelle depuis des années, grâce à mes parents, encore une fois, parce que, j'insiste, mes parents ont travaillé très dur. Quand je dis très dur, c'est très dur. Oui. Je leur en serai, mais genre, éternellement reconnaissant. Et peu importe, je ne pourrai jamais payer ma dette envers mes parents par rapport à l'éducation que j'ai reçue et dans le contexte dans lequel on a évolué. Voilà. Mais comment dire ça, c'est pour moi, mes parents ont été la raison pour laquelle en fait je n'ai pas craqué. Et encore une fois, je te laisse imaginer un truc tout bête, mais tu es avec des gars, c'est des gens avec qui tu es tous les jours, bah oui. avec qui tu grandis, qui deviennent plus que des amis, hein, ça devient des frères. Et là, on te propose en fait 2 solutions. La première, c'est de rester le cul sur un banc, parce que c'est littéralement ça, à guetter ou à dealer et te prendre 2 fois plus que ce que gagnent tes parents, voire plus même. Ou, et c'est le choix que j'ai eu à faire et que j'ai littéralement, la deuxième option, ça a été de se dire, ok, je vais à 14 ans bosser les week-ends, les vacances scolaires. Dans un bazar, droguerie, avec à la base, au départ, c'était avec mon père, et au black pour 30 € par jour, 11 heures par jour. Voilà. Donc la différence, elle est énorme. Ouais. Et tu te dis, tu as décidé de prendre cette deuxième option. Ouais. Tu sais, à ce moment-là, c'était vraiment, tu voulais rendre fière ta famille, tu voulais sortir un peu de tout ça. Comment c'est? Non. Parce que je me dis, à 14 ans, on te propose. C'est ça. Tu ne le sais pas. Quel moment tu fais ce choix-là? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand je te dis que j'en ai aucune idée, c'est qu'à 14 ans, tu n'as pas, on va dire, le recul nécessaire ou la maturité pour te dire, ok, j'ai ce risque-là, parce que tu ne penses pas à la prison, tu ne penses pas à littéralement pas du tout, quoi. Enfin, tu te dis pas, moi dans ma tête, je vais rester au quartier avec mes potes. Oui, c'est pour ça. Peut-être aider ma famille. Mais non, en fait, il y a rien de tout ça. Et je me suis dit, mais si jamais tu tombes là-dedans, parce qu'encore une fois, en plus, tu vois certains exemples de personnes qui tombent pour ça. Et quand je dis qui tombent, c'était à l'époque, ça allait, c'était mignon parce que tu tombais, c'est les flics qui venaient te chercher, quoi. Tu es en tôle. Ah, maintenant, aujourd'hui, non, tu te fais descendre. Ok. Et c'est assez intéressant aujourd'hui. Je sais pas si tu vois, hein, mais dans des règlements de compte, il n'y a pas de dégâts collatéraux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui se font tuer. C'est pas quelqu'un qui arrive avec une mitraillette et qui tire sur le monde. Non, tu mets des contrats sur la tête de quelqu'un, ça va très vite. Et c'est pas si sûr que ça. Ouais. Oui, ça a bien évolué quand même. C'est pour ça que moi, il y a des personnes avec lesquelles j'ai grandi. Et hors de question que tu fréquentes aujourd'hui. Pas du tout. J'ai plus, pas dire peur, mais
On va dire, je me méfie plus de ces gens-là que de la police. Oui. Oui, bah oui, tu sais à quel point ils peuvent être dangereux. Bah ouais, c'est comme cette fois où bah on s'est fait embarquer avec tu sais, des centres de police, hein, c'est Oui. obligé, hein, tu te fais embarquer, et on nous demandait de balancer des gens. Oui. J'ai préféré me faire gifler en garde à vue que de balancer. Parce Oui, que bah oui. et avec des promesses de la part des flics qui étaient c'est farfelu, hein, du genre Oui. si tu nous dis pas, si tu donnes pas des noms, c'est toi qui tombes, etc. Enfin, après, j'avais rien à me reprocher, donc je voyais pas pourquoi. Oui, Voilà. tu savais. Donc j'ai pris des gifles, y a pas de souci. À Mm. 14 ans. Ouais. Mais il y a encore une fois, hein, et dans ces quartiers-là, enfin, je te donne cet exemple parce que ça reflète un petit peu l'atmosphère générale, c'est que les gens ont plus peur Oui. des dealers, des trafiquants, parce qu'ils savent les conséquences, que de la police. Ouais, c'est le problème, justement. Complètement d'accord. Et enfin, quand tu dis ça, je me dis, au moment où tu décides de prendre de choisir l'option 2, Mhm. tu as forcément une pression sociale qui fait que tout le monde voulait que tu prennes l'option 1. Enfin, Complètement. et à quel moment Enfin, comment les gens l'ont perçu autour de toi? Parce que ça devait être super dur à vivre. Alors, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai décidé de m'éloigner un petit peu de mes amis. Parce que je voyais, en fait, le virage qu'ils prenaient et que c'était assez périlleux. Honnêtement, encore une fois, hein, il y avait 2 choses qui m'ont «sauvé» entre guillemets. C'est ma famille et le foot. Parce que j'allais, enfin le temps que je passais pas au quartier, je le passais aux entraînements, donc je faisais même 2 entraînements, enfin 2 sessions d'entraînement par jour. Oui. Tant que ça m'éloignait en fait de tout ça et j'étais pas un élève. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'étais pas un élève assez, enfin très studieux, hein, j'étais vraiment dans la moyenne. Tu sais le fameux, il a des capacités mais Oui. voilà. Il pourrait faire mieux. Il pourrait faire mieux. J'ai que des il pourrait faire mieux dans les bulletins, donc c'est assez intéressant. Mais ce qui est fou, c'est que je suis diplômé d'école de commerce en master grande école, alors que encore une fois, rien ne me prédestinait à ça. Et ce qui a été assez aussi intéressant, tu vas le voir, c'est que, et je pense que ça va aussi parler à beaucoup des gens qui vont t'écouter, c'est je crois que c'est un mal français, hein, parce que quand j'en parle avec d'autres personnes, ils me disent mais ça c'est incroyable. C'est la façon dont les gens vont essayer tout le temps, de te dévaloriser. Oui, c'est très français. C'est-à-dire que moi dans ma vie, mes profs, pas tous, hein, bien entendu, Non, faut pas faire une généralité non plus. Certains profs m'ont littéralement dit que j'étais une merde et que j'allais rien faire de ma vie. Ce qui est terrible à dire à un enfant, d'ailleurs. Ce qui est terrible à dire à un enfant, parce que maintenant que je suis un adulte et que je vois ça, moi si un mec dit ça à mon fils, il prend très cher, oui. Très honnêtement. Ça aide pas à évoluer. Hein. Voilà. Alors que c'est pas ça que j'avais besoin d'entendre, mais au final, c'est fou ce que je te dis, mais encore une fois, dans le sens où prends toujours les bonnes choses que la vie t'offre, même si tu as l'impression que c'est dur, c'est difficile, garde le positif. Et en fait, même un sentiment de colère, même un sentiment de frustration, etc., bah, c'est pas forcément mauvais. C'est-à-dire que pour moi, c'est un espèce de carburant. Les sentiments sont des carburants. Enfin, sont un carburant, pardon. Ça dépend comment tu l'utilises. C'est tout. C'est-à-dire que moi, ça a été une motivation, mais tellement forte à montrer à ces gens-là qu'ils avaient tort. Et en fait, plus tu me critiquais, plus ça te motivait, ouais. Bien sûr. Et en fait, ça a été, et ce qui a été, c'est assez intéressant parce que je suis pas passé, même pour aller en école de commerce, je suis pas passé par un chemin classique. C'est-à-dire que moi, je sors d'un BTS, enfin, on va même parler d'un bac NRC, enfin, NRC, qu'est-ce que je raconte? Un bac STMG, ça s'appelle STMG maintenant, à l'époque, ça s'appelait STG. Et pour passer dans ce bac-là, parce que moi, en seconde, on m'a dit, tu vas en BEP, ou en CAP, j'ai dû passer un appel pour aller en STG. Vu les gens font ça parce qu'ils veulent aller en S, ES. C'est vraiment parce que je voulais pas aller en pro. Et même après ça, ça m'a pas surmotivé à travailler plus à l'école. Toujours rester dans la moyenne. Donc tu passais, ça allait. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait un BTS NRC. Il y a eu 2-3 aventures professionnelles assez intéressantes d'ailleurs. Un BTS NRC. J'ai fait après je suis entré donc à Kedge en programme, c'est un programme bachelor.
Et même en programme bachelor, donc tu vas rentrer sur concours et ensuite passer en programme grande école, donc master, tu dois passer des concours. Oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à bosser. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu te rends compte que tu as des possibilités de fou. Et en BTS, on m'a dit, t'es un malade. Qu'est-ce que tu vas faire à Kedge? C'est trop pour toi. Oui, en fait, parce que tu venais de certains quartiers, fallait pas que tu ailles dans certaines écoles, quoi. Ou même dans, voilà, c'est ce discours-là que j'ai entendu toute ma vie. Parce que tu viens de là, parce que tu t'appelles Antel, parce que si ça, c'est trop pour toi. C'est pas trop. Laisse-moi essayer. Enfin, le seul regret essaye et tu verras. Voilà. Le seul regret que j'aurais eu, c'est de pas avoir essayé. Bah, tu vois, je l'ai eu. Après, c'est pas non plus la plus grosse réussite de ma vie, hein, faut pas déconner non plus. Mais la fierté que ça a été, tu vois, juste de mettre mes 2 parents qui sont divorcés, encore une fois, je le rappelle, sur une même photo, avec mon diplôme, je pense que pour moi, ça a été le meilleur moment. Enfin, c'est pas forcément le diplôme qui a été l'aboutissement. Non, c'est le moment et la symbolique. C'est ça. Parce que moi, mes parents ont divorcé, j'avais 3 ans. Mais, enfin, juste de les voir ensemble. Oui. Parce que, encore une fois, tu te rends pas compte, mais je ne les ai jamais vus ensemble. Bah oui, forcément. Voilà. J'ai pas de souvenir, à 3 ans, t'as pas de souvenir. J'ai dû attendre 24 ans pour voir mes parents ensemble. Et fier de toi. Et quand je dis ensemble, c'est pas ensemble. Même dans la voiture, c'était un peu tendu, tu vois. Après 20 ans, bah oui. Je me dis, mais c'est un truc de fou, quoi. Mais les Algériens, ils sont très fiers. D'avoir cette photo-là, je te jure, tu te rends pas compte pour moi l'accomplissement que c'est. C'est ce que j'ai toujours voulu avoir dans ma vie. Et tu vois, c'est con, mais c'est grâce aux études. Et t'as bien fait de te battre, quoi. Diplôme, je m'en fous du diplôme. Oui. Non, mais j'ai toujours été entre guillemets pas un je m'en foutiste, mais je donne pas forcément trop d'importance à beaucoup de choses dans ma vie parce que j'estime que la vie c'est un sac à dos. Plus tu le remplis, plus c'est lourd et moins t'avances vite. Donc faut pas trop donner d'importance à beaucoup de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur ce que les gens pensent de toi et tout. Faut faire abstraction de ça. Après, dès que tu arrives à certains niveaux, tu t'en fous complètement. Oui. Mais c'est vrai que pour moi, l'une de mes plus grandes réussites dans la vie, c'est ce moment-là. Tu vois, c'est con, c'est une photo. Non, mais elle représente tellement pour moi. Oui. Que, voilà. Et tes parents, justement, t'ont toujours encouragé dans les choix que t'as fait? Parce que j'imagine qu'ils devaient être très fiers que tu décides d'aller travailler, de faire des études et de pas rester dans les quartiers. Complètement. Sur les études, oui. Après, quand je leur ai annoncé, parce que faut voir le contexte, c'est que diplômé d'école de commerce, donc j'étais dans l'une des meilleures écoles en France, école de commerce en France, dans l'une des meilleures boîtes en France, qui était EDF à l'époque. Ok. Donc j'étais commercial grand compte et c'était vraiment une très très belle expérience et j'ai fait de très très belles rencontres, honnêtement, avec lesquelles j'ai encore contact aujourd'hui. 10 ans après, bah oui. ce qui est assez ouf. Mais j'ai décidé en fait de tout plaquer. Et c'est-à-dire quand j'ai tout plaqué, c'est tout, vendre ce que j'avais, etc., tout plaquer. Et prendre un aller simple pour Moscou. Ne me demande pas pourquoi. Oui, c'était ma question. Voilà. Parce que là, tu me parles Tu me permets de parler un tout petit peu mal ou pas? Oui, vas-y. Je me suis dit, quitte à partir en couille, autant faire ça bien. Voilà. Et pourquoi à ce moment-là, tu as voulu partir? Parce que du coup, pour un peu de contexte, donc tu as été diplômé, tu travaillais chez EDF, donc en soi, la grande réussite. C'est ça. Aux yeux de mes parents, aux yeux de tes parents, c'était incroyable. Voilà, le must. Mais, bah oui. Mais pour moi, il y a un truc qui n'allait pas. Et je sais pas comment l'expliquer. Il y a un truc qui n'allait pas. Et en fait, c'est pour ça que je dis à beaucoup de gens, la meilleure personne, enfin, la seule personne qui sait ce qui est le mieux pour vous, c'est vous. Bah oui, forcément. Personne d'autre. Personne te connaît mieux que toi-même. C'est ça. Et je dis, n'ayez pas besoin de mots pour décrire ce que vous ressentez. Ressentez-le. Oui. Et en fait, je bossais énormément à l'époque. Quand je dis énormément, je n'avais que ça. Ma vie, c'était le travail. Et quand j'ai le travail, j'avais même 2-3 boulots à l'époque. Quand j'étais étudiant, j'étais livreur de pizza, je travaillais à la ville, je nettoyais, j'étais éboueur aussi. J'étais serveur, j'étais commercial chez American Express. Enfin, plein de t'enchaînais pour t'en sortir. Quoi. Donc oui, j'avais de l'argent sur le compte parce que je dépense pas grand-chose. Pas grand-chose qui m'intéressait. Et puis t'avais pas le temps si tu faisais que de travailler. T'as compris. Mais
Voilà, donc j'avais de l'argent entre guillemets pour voyager, mais dans ma tête, je me suis jamais dit ça. Je me suis dit, ok, ça va me servir pour m'acheter une belle bagnole, parce que tu sais, la réussite Ah sociale oui, la chez les réussite Arabes, c'est la sociale. voiture. Bah oui, pas que chez les Donc Arabes. dans ma tête, ouais, mais chez nous, c'est encore plus. Et je me suis dit, tu vois, c'est bête à dire, mais voilà, la réussite sociale passe par le matos, Oui. par le matériel. Bon, je me fourvoyais complètement, mais c'était le Graal. Bah bien sûr. La Merco, T'avais réussi. BMW, Audi, Voilà. t'as un master, enfin, tu vois ce truc-là. Et en Et t'as eu fait, la je voiture, vivais du coup? ma vie. Ah ouais, je l'ai eu. Ah, quand même. Je l'ai revendu. Oui, mais tu l'as eu. Ah, T'as coché la case. mais tu vois, c'est con à dire, mais maintenant, je me dis un truc tout bête. Je me dis pas, j'ai besoin de l'acheter pour sentir que j'ai réussi. Je me dis, est-ce que j'ai l'argent pour l'acheter? Oui. Ça suffit. Voilà. C'est tout. J'ai Oui, pas t'as besoin de changé l'acheter. Ça ta m'intéresse même mentalité, pas, ouais. bien sûr. Et en fait, j'avais tellement bossé que j'avais beaucoup de congés. Et ces congés-là, en fait, je les ai jamais pris. Oui. Et le problème, c'est qu'à la fin de mon contrat, donc en alternance, on me disait soit tu les prends, soit tu les perds. On va les prendre. Bah du oui, coup. c'est mieux. Donc, mais vu que je connaissais que le travail, je me suis fait chier à la maison. Vraiment. Et Parce que t'avais jamais voyagé à ce moment-là. rapidement. Ouais. Des petits voyages à droite à Petit gauche, mais voyage. pas Ouais. comme je faisais là. Et en fait, d'ailleurs, les gens qui t'écoutent peuvent aller l'écouter. Je suis tombé sur un clip vidéo. Pas la musique, le clip vidéo, Le c'est très clip important. vidéo. Parce que la musique, en fait, ne veut rien dire, Oui. mais le clip vidéo. Et la chanson, c'est I Got You de Duke Dumont. J'ai vu cette vidéo-là, je m'en rappelle, comme ça, qui passait en boucle, tu sais, les vidéos YouTube qui Oui, passent en les boucle. clips. Et tu sais, j'ai bugué. Je suis resté devant mon collier et j'ai dit, bon, on va passer. Je la remets. Et je me dis, putain, c'est la vie que je veux. Ce mec-là, il met A changé ta il vie. met un casque de réalité virtuelle et en fait, tu le vois en train de voyager. Il est en Thaïlande au passage. Et je me suis fait un point d'honneur à faire pratiquement tout ce qu'il a fait. Parce que c'est la vidéo qui m'a poussé à me dire, ok, c'est la vie que je veux. C'est Et une encore, vidéo qui t'a tout fait changer. ouais, c'est une vidéo. C'est de C'est la une folie, quand vidéo même. et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça a été le déclic, c'est vraiment, Oui, ça a mis entre guillemets en image c'est ce que tu j'ai, ressentais. c'est ça. Et je me suis dit, ouais, mais c'est ça en fait. Et en fait, au bout de, ouais, ça a été vite. Ça a été très très vite. En un mois, j'étais à l'aéroport. Mais alors à ce moment-là, t'as tout plaqué. Ouais, et va annoncer ça à tes parents. Bah oui. Ouais. Au final, t'as fait l'alternance, t'as coché toutes les cases et d'un coup, tu te dis, je Ouais. pars. Bah parce qu'en fait, c'est bête, mais regarde, quand tu travailles aussi dur pour arriver à un diplôme, c'est que tu te dis, ok, bah j'ai travaillé dur pour Ouais. ça, donc je vais récolter les fruits de mon travail. Oui. Et les fruits de mon travail, c'est un bon taf, un bon salaire. Je vais acheter une maison, fonder une famille. Le chemin classique Le chemin classique. de la réussite. C'est ça. La réussite que l'on nous met en Oui, face des yeux en nous faisant croire que c'est la réussite. bien sûr. La réussite est uniquement, et j'insiste uniquement, ce que vous et personne d'autre décidez. Mm. Donc, je dis ça, la pression sociale, elle est là, parce que personne ne comprend. Oui. Encore moins le choix de la réussite, mais bon, ça c'est autre chose, mais personne ne comprend après les études pourquoi je décide de tout plaquer. Parce qu'encore une fois, c'est après les études. Bah oui. J'ai pas bossé pendant 2-3 ans Oui, c'est après ça. les C'est études. tout de suite après l'alternance. C'est ça. Et à ce moment-là, tu vivais où? T'avais quitté complètement les quartiers de Marseille? Ouais, j'avais quitté, enfin, ça c'était j'ai quitté les quartiers en 2000, pas dire de bêtises, 2010, 2011. Ouais, pendant tes études. Ouais, parce que ça commence à devenir très chaud. Ok. Ça commence à devenir vraiment chaud. Et quand je dis chaud, c'est des menaces sur mes sœurs, taguer la voiture avec des mots, je te laisse imaginer. Tout ça parce que t'avais pas choisi de Voilà. rester dans le quartier à faire comme les autres, quoi. Voilà. En gros, j'aurais pas eu de problème si j'avais choisi de traîner avec eux. Mais oui, mais même après avoir traîné avec eux, il y a eu des disputes, des bagarres aussi, parce que Ah oui, forcément. voilà, forcément. Mais je t'épargne les détails. Il y a eu aussi un autre épisode où je me suis fait entre guillemets cambrioler et ça a pris des proportions de fou. Parce qu'encore, enfin moi du matos, il y a pas de souci. Oui, mais quand tu touches à la famille. Quand ça touche à la santé de ma famille, c'est autre chose. Et là, tu peux voir rouge. Et je souhaite vraiment à personne de vivre l'expérience que j'ai vécue.
On va pas en parler parce que ça reste vraiment quelque chose de très très personnel, c'est ce truc-là. Donc t'as ça, donc il fallait vraiment qu'on en sorte. Et on est sorti depuis longtemps. Après, moi, j'avais pris mon appartement à la base en coloc, ensuite seul, ensuite recoloc. Parce que vivre seul, c'est cool, mais vivre à plusieurs, c'est plus fun. Surtout avec des gens avec lesquels, enfin voilà, c'est encore mes amis aujourd'hui. Donc voilà. Et ouais, expliquer ça aux parents, compliqué. Compliqué. Bah, tu m'étonnes. Ils ont réagi comment? Au départ, incompréhension totale, parce qu'ils se sont dit, attends, t'as bossé tellement dur pour en arriver là, et d'un coup tu plaques tout, enfin t'as rien compris. Et après, encore une fois, c'est pas mauvais, hein. C'est vraiment pas mauvais ce que je veux dire, mais surtout tes parents d'ailleurs, surtout les gens qui tiennent à toi et qui t'aiment vraiment, ont tendance à penser qu'ils, pour te protéger, à savoir ce qui est le mieux pour toi, ce qui n'est pas le cas. Après, il faut expliquer. C'est bienveillant à la base. C'est de la bienveillance, mal placée, mais c'est de la bienveillance. Oui, c'est ça. Il faut pas leur en vouloir, encore une fois, parce que ils font avec ce qu'ils ont. Réagi de la même façon face à une décision pareille de nos enfants. Imaginez 5 secondes, votre enfant vous dire après les études et tout, tiens, maman, je prends mon sac à dos, je pars au Venezuela. Tu commences à avoir chaud. Et c'est vrai que sur le moment, ils n'ont pas compris. Surtout ma mère d'ailleurs, parce qu'elle a eu très très peur. Mon père, moi j'ai fait pareil quand j'étais plus jeune. Je suis parti d'Algérie, je suis venu en France avec rien. Voilà. Donc il se projetait un peu plus. Voilà, donc il avait un peu plus entre guillemets confiance. Ma mère, c'était différent parce qu'elle s'est dit, voilà, le gars, il part de très loin, de très 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 loin. Il a enfin réussi, parce qu'en fait, je pense que le souci de ma mère, c'était que l'accomplissement d'une vie ou se faisait sur la base des études. Je connais beaucoup de gens qui ont fait des études et qui n'ont rien. Bien sûr. Et je connais beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études et qui ont réussi leur vie. Bien sûr. Les études, pour moi, c'est important. C'est important parce que, pour moi, c'est un espèce de parachute. Ce n'est pas une fin en soi. Tous les gens qui vont t'écouter, et vraiment, j'insiste sur un point qui est très important. C'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études que vous ne réussirez pas dans la vie. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la réussite? La réussite, c'est uniquement ce que vous aurez décidé, bien sûr. Rien d'autre. Si jamais tu me dis, moi, être heureux, c'est de vivre, je sais pas, dans ma voiture et de voyager, ou c'est de vivre avec le minimum et d'avoir du temps avec mes enfants, c'est ta réussite. Tu auras réussi ta vie. Il y a personne qui doit te dire, vraiment personne d'ailleurs, qui doit te dire, ah non, mais ça c'est pas bien, si, ça. Oui, mais la pression sociale fait que c'est compliqué d'assumer ce genre de vie quand même. Quand tu as une conversation entre adultes avec tes parents, tu leur expliques très pourquoi clairement. Tu le fais. Exactement, les raisons, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'exprimer avec leurs parents parce qu'ils ont cette figure d'autorité qui n'arrive pas à briser. J'ai de la... je sais même pas si on peut ça de la chance, mais encore une fois, c'est l'éducation que j'ai reçue, mais aussi la façon dont tu t'exprimes aussi avec tes parents qui est ultra importante. Après, encore une fois, chez nous, par notre culture, la religion, etc., donc on a une certaine pudeur à exprimer certains sujets. Les relations, par exemple, etc. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai 34 ans, parents n'ont jamais vu qui que ce soit. Et ce qui est assez drôle, c'est que on aborde très peu ce truc-là. Mais il y a d'autres sujets de conversation, etc., et ça se passe très bien comme ça. Et pour en revenir à ma mère, qui n'a pas compris. C'était très compliqué. Surtout au départ, tu sais, le jour où je lui ai annoncé que... C'était assez marrant, le jour où je lui ai annoncé que je partais en Colombie. Parce que du coup, le premier voyage, c'est quoi? La Russie. Et après non, mais ça a été bien après. Hein. Ah oui. Ça a été, pour te donner une idée, ça a été Russie, Inde, Chine, Hong Kong, Japon, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Australie, passage en France, Brésil, et ensuite du Mexique jusqu'en Argentine en bus. Et tu prends tous les pays en descendant en bus, et ça a duré 2 ans et demi. Et au moment où t'es parti, donc quand tu l'as annoncé à ta famille, tu savais que t'allais partir sur une longue durée? Pas du tout. Ou tu savais rien en fait? Pas du tout. Je pensais que j'allais partir avec le budget que j'avais, je pensais que j'allais partir pour... je sais pas, 4-5 mois, parce que je pense même 6 mois, tu vois, je pensais vraiment que voyager, c'était ultra cher. Oui.
Oui, tu l'avais jamais fait, Je savais donc. même pas ce que c'était des auberges de jeunesse, je savais pas ce que c'était de manger local, etc. Parce que moi, je me suis dit, c'est des vacances et je calcule tout bêtement. Oui. Seul pays un peu loin où je suis allé, ça a été les États-Unis, ça m'a coûté bonbon. Et je me suis dit, tu vois, j'ai fait un calcul tout bête, je me suis dit, bon, ça va coûter de partout la même chose, donc je vais mettre de côté pour. Mais pas du tout. Ah bah non. Pas du tout. Certains pays, tu voyages pour rien. L'Inde, par exemple, c'était un délire. Tu manges, à l'époque, je sais plus maintenant, mais je sais pas, t'avais des auberges de jeunesse à 3 € la nuit, même pas des fois. Des biens, hein, je parle pas des trucs Ah bah non, par terre, des biens. Tu mangeais ton petit samosa avec ta bouteille d'eau, t'en avais pour 50 centimes. Ouais. C'est tout, quoi. C'était très très bien. Et pour te donner l'idée, tu sais, on est toujours à la recherche de la meilleure version de nous-mêmes. Et je pense que j'ai atteint ce niveau-là, à ce moment-là, parce que je me suis dit, tu vois, c'est bête, mais quand tu prends une décision controversée, que pas tout le monde, mais que les gens auxquels tu tiens, enfin, c'est surtout ça, c'est dur. Oui, c'est l'entourage. Quand ces gens t'en as strictement rien à foutre, ok, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, voilà. Mais quand c'est des gens auxquels tu tiens vraiment, qui te disent ça, qui sont pas forcément d'accord avec ça, c'est dur. Oui. L'une de mes plus grosses réussites, c'est d'avoir montré à ces gens-là, auxquels je tiens, que mes décisions, auxquelles j'ai pris, auxquelles ils n'étaient pas forcément d'accord dès le départ, sont les bonnes parce que je les décide ainsi. Et tu veux savoir c'est quoi le plus important, c'est que quand tu montres quand tu montres à ces gens-là auxquels tu tiens que la décision que tu as prise a été bonne, la confiance qu'ils ont envers toi, elle est multipliée par 100. C'est ce que j'allais dire. Au final, quand tu les confortes dans leurs propres décisions vis-à-vis de ce que tu vas faire toi dans ta vie, ils se disent ok, j'ai eu raison. Donc il a eu confiance en moi. Mais à aucun moment, ils se disent ok, j'ai confiance en lui parce que malgré le fait que je ne sois pas d'accord, malgré le fait que j'ai eu des réticences, malgré le fait que j'ai eu des appréhensions, il a quand même réussi. Une vraie victoire. Ouais, et tu vois, c'est con ce que je vais dire, mais c'est peut-être le chemin de ma vie. C'est, je me dis, j'ai jamais pris le chemin le plus facile. Tu vois, le chemin le plus facile à 14 ans, ça aurait été de dealer avec mes potes. Bah oui. J'ai pas choisi ce chemin-là. Le chemin le plus facile, ça aurait été de dire, tiens, je me prends pas la tête, je vais pas forcer le truc, je vais aller en BEP, CAP, voilà. J'ai forcé le truc, j'ai pris le chemin le plus compliqué, je suis passé en appel, et voilà. Et c'est passé. Ensuite, j'aurais pu dire, tiens, je reste commercial dans un truc comme ça. Tiens, le chemin le plus dur, c'est l'école de commerce. C'est le Graal. On va passer là-dessus. Autre chose, tiens, on va voyager. On va commencer par un pays tranquille, on va commencer en Espagne. Oui. La Russie directe. Voilà. Et comment ça s'est passé, ton premier voyage, justement ? T'arrives, tu comprends littéralement rien à ce qui est écrit. Google Traduction, ça n'existait pas à l'époque. Mais tu te débrouilles. Toujours. Ouais. Toujours. En fait, peu importe si tu parles pas la même langue dans un pays, ça j'ai remarqué, tu peux toujours te faire comprendre. Oui. Voilà. Donc, et puis, contrairement à ce qu'on peut penser, les Russes, alors, c'est vrai qu'au départ, enfin, je parle en Russie, parce que les Russes qui voyagent, c'est autre chose. Mais c'est culturel, mais c'est très très froid, très très froid. Ouais. Par contre, dès que tu brises la glace, ça devient des frères. Vraiment, tu peux tout leur demander, ils diront toujours oui, etc. Enfin, ils te mettront bien. Mais la glace, elle est épaisse. Tu m'étonnes. Faut creuser. Mais c'est ultra intéressant à analyser comme c'est bête ce que je veux dire, mais qu'est-ce que c'est passionnant. Ouais. Les différences culturelles quand tu quand t'es assez ouvert d'esprit pour réellement aller à la rencontre des gens, c'est incroyable. C'est le plus enrichissant. Tu prends des claques. Ouais. Je pense que c'est le plus enrichissant en voyage. Après, c'est mon avis personnel. Mais je suis complètement d'accord. C'est les rencontres que tu fais qui font que t'évolues vraiment. Complètement d'accord. Et parce que du coup, si je me trompe pas, tu t'es jamais arrêté de voyager, du coup? Alors, je me suis arrêté à un moment donné parce que, tu sais, après les 2 ans et demi, comme je te le disais, tu vas rire. Je me suis dit, tiens, Malek, il faut quand même retourner à la vie normale. Je pense qu'on a tous. On l'a tous eu. Ah là là, c'est terrible. Pour retourner à la vie normale, c'est bon, tu t'es assez amusé et tout, parce que pendant 2 ans et demi, j'ai pas bossé. Ok. Oui, tu vivais sur tes économies. C'est ça. Et le pire, c'est que, tu vois, on a une appréhension en France qui est assez extraordinaire, c'est que on se dit toujours, mais putain, le trou sur le CV. Oui. Et ça, j'ai eu peur. Je t'avoue, 2 ans et demi de trou va le justifier. C'est très facilement justifiable. Surtout un voyage comme ça. Mais ça t'apprend tellement plus. Et en fait, tu sais, ce qui a été fou, c'est que quand je passais mes entretiens, je me rappelle, j'étais au Pérou, et je les passais en Skype. Donc, tu sais, le classique chemise-caleçon. Voilà. C'est tellement ça. Ce que tout le monde a fait pendant le Covid, pendant les réunions Zoom, etc. Donc, ce qui a été assez drôle, c'est que
pendant que je faisais l'entretien, et j'avais complètement oublié ça, c'est qu'il y avait la lumière du soleil. Et qu'avec le décalage horaire, en fait, moi, l'entretien que j'avais, qui était à 19h en France, je dis, mais il fait jour chez vous, vous êtes Bah où? oui. Et là, je lui dis, mais je suis au Pérou. Il me dit, mais ah bon? Et on a parlé, et quand je te dis, on Ah. a parlé 1 heure, peut-être 5 minutes du poste, 5 minutes de ce qu'il attend de moi, et 1 heure Ah bah ça, de voyage, j'ai exactement la même expérience dans tous mes entretiens. et j'ai eu le job directement. Bah bien sûr. Voilà. Parce que ça montre tellement plus de ta personnalité d'être parti comme ça, tout seul. Maintenant, pour avoir ma boîte, Mm. je vois un petit peu dans quel état d'esprit il était. Je me dis un truc tout bête. Je peux te former pour le travail, il n'y a pas de souci. Mm. Par contre, je ne peux pas former ta personnalité. Exactement. Et donc, en fait, j'ai bossé en tant que commercial. Combien de temps? C'est ça la question. Pas très longtemps. Pas très longtemps parce qu'en fait, et je pense que ça t'est arrivé aussi, tu es en décalage Complet. Avec tout l'entourage. Ah ouais. Et Ouais. en fait, c'est le plus dur, je pense. C'est super dur à vivre. Ouais, Mais déjà, juste un retour en France après plusieurs années à l'étranger, c'est très dur. Parce que t'as plus la même mentalité, t'as plus la même vision de la vie. Et je trouve que c'est très, très dur de s'adapter de nouveau. C'est en soi que, tu sais, c'est un truc que j'ai remarqué en voyageant, c'est que je me dis, l'influence qu'a la société sur nos propres vies est ultra important. Ça Et définit même tout. trop important. C'est pour ça que, tu sais, moi je conseille un livre à tout le monde, ça s'appelle Le Livre des 5 Anneaux. Et Intéressant, je note, j'ai pas lu celui-ci. on en parlera après, Ouais. plus en détail. Et, Oui. et tu sais, ce livre-là, en fait, il te pousse en fait à être, entre guillemets, vraiment maître dans le domaine dans lequel tu veux performer. Mais surtout, en fait, avant de commencer tout ça, il te fait poser certaines questions. Et la première des questions, c'est qu'est-ce que tu veux réellement? Cette question est très importante et je vais être très honnête avec toi. Je ne sais toujours pas. C'est ce que j'allais Parce te que demander. si les gens pensent que tu réponds à cette question rapidement, c'est que tu ne t'es pas forcément posé les bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tellement influencé par la famille, par les réseaux sociaux, par la société, par les informations, par Bah, partout. qu'on ne s'est jamais posé la question qu'est-ce que je veux réellement? Il y a un combattant de l'UFC qui s'appelle Yuri Prohaska. Je le prononce mal, mais Prochaska. Je prononcerai pas mieux que toi. Donc. Et ce gars-là, en fait, il s'est isolé dans des montagnes il s'est isolé du monde pendant 2 ans pour vraiment répondre à cette question-là. Donc, en fait, pour vous dire à quel point on est influencé, aujourd'hui, ce n'est juste pas possible de répondre à cette question en 5 minutes. Ce n'est pas possible. Ah parce bah qu'on est non. Et influencé déjà, il faut par savoir qui littéralement. tu es vraiment avant C'est de ça. répondre à cette question. Exactement. Et toute la question est, c'est fondamental, c'est de se dire qui je suis, qu'est-ce que je veux dans la vie. Et quand tu auras répondu à ces 2 questions, là, tu pourras avoir un but. Oui. Et être le meilleur dans ce que tu veux faire. Et vraiment vivre ta vie pleinement. Parce que, encore une fois, ce qui est important, c'est pas forcément le passé, ce qui est important, c'est pas le futur. Et j'ai envie de dire, arrêtez de trop penser au futur. Quand je dis ça, c'est que les gens ne se rendent pas compte. On pense tellement au futur et on est tellement matrixé par ce qui va se passer plus tard qu'on en vient à avoir la prétention de se dire qu'on va vivre jusqu'à X années. Ah bah ça. Tu as le droit de faire des plans sur la comète, de te dire, ok, bah, Oui, d'avoir des ambitions, des objectifs. Exactement. Mais à quel moment dans ta vie tu te dis, ok, je vais vivre jusqu'à 60 ans? On est dans un monde où il y a des gens qui peuvent appuyer sur un bouton et juste rayer l'humanité de la carte. Vous êtes tous dans un monde incertain, mais qui est incroyablement intéressant. Incroyablement intéressant. Tu prends la peine de le découvrir. C'est ça. Et je pense pas que beaucoup de gens se rendent compte de la chance que l'on a aujourd'hui de pouvoir découvrir le monde. Je pense pas que les gens se rendent compte. Et en fait, non, parce que beaucoup pensent que c'est cher, compliqué, ont des a priori sur certains pays, des peurs qui font qu'ils n'osent même pas. Bien sûr. Donc, bien sûr. C'est le gros problème. Et tu vois, enfin, il y a beaucoup de gens, après, tu as pas mal de personnages importants dans l'histoire qui ont préféré mourir libre que de vivre enfermé. Et c'est ce que je me dis. Je préfère ne pas gagner grand-chose de ma vie
avoir cette liberté de me dire, ok, je fais pas ce que je veux quand je veux, mais d'aller où je veux, quand Ouais. je veux, Ah si, d'avoir une certaine liberté. c'est ça. En fait, c'est fondamental pour mon bien-être. Ah bah, Et tu parles à une convaincue. Hein. Pour moi, c'est la plus grande richesse. c'est la plus grande richesse. Et il est hors de question qu'on me retire ça. Je me réveille le matin, je suis bien, j'ai pas de boule au ventre, je suis pas Ouais. stressé, je suis vraiment bien. Et je pense pas trop à l'avenir parce que ça ne sert à rien. Demain, tu peux rencontrer la meilleure des opportunités de ta vie et c'est terminé. C'est-à-dire pendant 10 ans, tu auras vécu stressé, tu auras vécu en te disant ah, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer dans 60 ans. Peut-être que demain, tu vas faire un projet, ça va te rapporter des millions, tu auras assuré ta retraite. C'est sûr. Et peut-être qu'après avoir fait ce projet, tu mourras à 35 ans, j'en sais rien. Je dis ça comme ça, mais t'es pas à l'abri. c'est incertain. Profiter de l'instant présent, c'est important. Je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, comment est-ce que tu arrives à vivre aujourd'hui? Parce que du coup, t'es reparti, t'es resté quelques mois en France, t'as travaillé, ça t'a pas plu, t'es reparti. Et comment tu vis? Parce que je pense que c'est un peu la question que tout le monde se pose. C'est bien sympa de voyager, mais comment on finance? J'ai continué, entre guillemets, enfin j'ai gagné ma vie, comme je te disais, en tant que commercial, donc ça s'est bien passé. Hein. Donc j'ai quand même remis de côté un petit peu, on va dire, les pieds dans la machine. Et je suis reparti. Et à ce moment-là, il y a un truc qui nous a touché à tous, c'est le Covid. Et donc, moi, je me suis retrouvé bêtement bloqué à Bogota. Et c'était littéralement... Pire ville pour rester coincé en plus. Ouais. Là, ça a été un mauvais move. Mais alors, ça veut dire qu'avant le Covid, tu voyageais grâce aux économies que tu avais. Ouais. Ok. Faut savoir un truc aussi, hein, c'est ce que je disais avant, c'est que j'ai beaucoup travaillé. Et quand je dis beaucoup, c'est que je n'avais pas de vie. Donc, je mettais beaucoup de côté. Donc, tu as voyagé avec ça. Quoi. Et j'ai voyagé avec ça. Donc, tu es coincé à Bogota. Qu'est-ce que tu fais? Je suis coincé à Bogota. Et en fait, je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir faire un truc parce que moi, Netflix and chill, ça m'intéresse pas. Ouais. Je sais pas faire et que je commençais un peu à m'embêter. Donc, je me suis dit, en quoi t'es bon? Tu sais vendre des trucs, ça c'est clair et net. Mais qu'est-ce que tu sais vendre? Et un jour, j'ai un pote à moi qui, pendant le Covid, pendant que j'étais bloqué, moi, à Bogota, tu sais, la France, t'avais un déconfinement qui a été fait, le premier, et il me demande d'organiser son voyage. Ah, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et donc, il me demandait en fait des bonnes adresses. Oui. Moi, littéralement, vu que j'avais rien à faire, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc. De folie. Ouais. Et je lui ai sorti, et il a halluciné. Et il me disait, mais attends, je t'ai pas demandé tout ça. Je dis, j'ai rien à faire, c'est juste à faire ma valise. Oui. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il a fait le programme que j'ai appliqué, il est parti au Mexique. Il a surkiffé. Et en fait, il en a parlé à des potes à lui. Et je commence à recevoir des appels de ces personnes-là. J'ai vu ce que tu as fait pour un tel, j'aimerais bien que tu nous fasses la même chose. Moi, à l'époque, je savais même pas comment facturer. Bah oui. Oui, tu avais fait ça pour ton pote, quoi. C'est ça. Et là, tu commences à avoir des questions qui te viennent à l'esprit, mais que tu t'es jamais posées. Où est-ce que je vais ouvrir ma boîte, etc. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc, et là, ce qui a été cool, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, prenez toujours le bon dans vos expériences. J'ai été enfermé à Bogota. C'était dur. J'avais le droit de sortir peut-être que 2 fois par semaine pour aller faire les courses. Il n'y avait pas d'attestation. Tu n'avais pas le droit de louer un chien pour sortir. Et là-bas, c'était plus strict parce que c'est pas les mêmes la police avait peut-être le droit de te casser la gueule. Mais en fait, j'ai utilisé ça. Et encore une fois, ça m'a permis d'avoir le temps nécessaire pour ouvrir mon agence de voyage. Et ça a été compliqué au départ. Parce qu'encore une fois, comme je te le dis, hein, c'est tu tâtonnes, tu fais des erreurs. Bah oui. Bah, t'apprends. T'as jamais fait. C'est ça, complètement. Et en fait, tu vois, c'est con à dire, mais dès que j'ai commencé, on a commencé à me dire, oui, mais attends, t'as pas étudié le tourisme, tu peux pas le faire. Ah, la légitimité. Voilà. Bon vieux syndrome de l'imposteur. C'est ça. Donc, ma légitimité est remise en cause, alors que ça fait X années que je voyage, que j'ai fait je sais plus combien de pays. Ça faisait combien de temps à cette époque-là tu voyageais? Plus de 5 ans et demi. Oui, c'est ça. Ouais, 5 ans et demi. Et je me suis dit, en quoi ma légitimité est remise en cause, alors que ça fait quand même longtemps que je voyage, que j'ai vu des endroits que peu de gens ont vu, etc. Bah aussi mes clients, je leur remercie de leur confiance, qui est non seulement au départ, qui a été bouche à oreille. C'est pas évident de commencer comme ça. Et après, c'était du bouche à oreille, et aujourd'hui, on est assez content des résultats qu'on fait. Moi, des fois, j'ai des messages, presque la larme à l'œil, parce que c'est des trucs de fou. C'est des trucs de fou. Surtout le voyage. Souvent, les gens ont des réelles prises de conscience, ils vivent des moments incroyables, donc tu participes à leur bonheur. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais bien sûr. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, c'est bête ce que je vais dire, mais il y a des gens qui m'invitent à leur mariage. Ah ouais? Oui, parce que la relation qu'on crée à travers l'organisation de leur voyage. Oui, tu rentres dans l'intimité. C'est ça. Ça m'est arrivé d'organiser, je sais pas, une bêtise, une demande de mariage où les deux sautent en parachute. Et le gars a sur sa main écrit « Veux-tu m'épouser ?» Comment t'organises ça, du coup? T'organises.
Le fait que pendant des années, j'ai voyagé, j'ai noué des contacts avec plein de personnes. Vraiment, notre force, c'est les contacts que l'on a à droite à gauche, notre base de données, etc., etc. Ouais, C'est en fait, vraiment, c'est comme ça que tu as monté ton agence. Tu as c'est ça, gardé contact avant c'est ça, et du coup, aujourd'hui, tu peux recommander. c'est ça. Le fait de discuter avec beaucoup de personnes, tu noues certaines relations euh, qui sont de l'ordre professionnel ou très amicales des fois. Et croyez-moi, hein, les gens sont ultra heureux de vous rencontrer. Ah bah oui, toujours. Et justement, quand tu parles de tout ça, j'ai une question qui me vient, c'est qu'est-ce qui t'a le plus marqué en voyage? Si tu as une situation, une rencontre, quelque chose qui t'a vraiment marqué et qui a changé. Ben en fait, je vais essayer vraiment de faire ça très court. Oui. J'ai rencontré un gars au Mexique, un Brésilien, qui, je pense que c'est l'histoire, enfin, ça pourrait être un livre, ça pourrait être un film, tout ce que tu veux. En fait, ce mec-là, je l'ai rencontré sur une plage à Mazunte, donc dans l'état de Oaxaca. Et moi, je pensais, tu vois, avec mon histoire, j'étais là, ouais, bon, j'ai quand même 2-3 trucs à raconter et tout, mais c'était rien comparé à la sienne. Il a commencé son voyage quand il avait genre 25-26 ans aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que il était éperdument amoureux d'une fille. Il voulait se marier avec, c'était genre sa première La femme de sa copine, vie, voilà, quoi. la femme de sa vie. Enfin, et un jour, il rentre chez lui, et il trouve en fait son frère en train Ah de non. coucher avec sa femme. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc ça le détruit. Il fait une tentative de suicide. Il perd son père un mois après. Ouais, donc Et là, c'est terrible, quoi. terrible, Tout voilà. s'effondre, ouais. T'as Ouais, plus c'est aucune clair. base solide, quoi. C'est clair. Et il avait déjà perdu sa mère avant. Donc là, Ah oui, donc là, il a plus personne, en fait. personne. Donc ils doivent se retrouver chez le notaire pour discuter héritage, etc. Donc l'héritage, le père avait une société en fait d'exportation de viande et il a tout légué en fait à son fils, donc à Celui que t'avais rencontré, quoi. celui que j'ai rencontré, donc qui s'appelle Eduardo. Ok. Donc il se retrouve avec une société qui, ma foi, marche très bien, qui ne sait pas gérer parce qu'il n'a encore une fois que 24-25 ans à ce moment-là. Donc au départ, il essaie d'apprendre, etc. Bon, ça le saoule vite. Et du coup, il vend. Donc, Il vend la société. Ouais, il se retrouve avec énormément d'argent. Ça, je ne le savais pas. Parce que quand tu vois le mec, le jour où je l'ai vu, c'était un clochard. Ah, non, mais c'est vraiment un clochard. Enfin, tu sais, la lanière du sac à dos, Oui. non, recousue avec du fil de fer. Je te parle de ça. Hein. Ah oui. Ouais. Mais Un qu'est-ce qui mec, lui est mais arrivé, du coup? non, mais une dégaine de clochard. Ouais. Et en fait, je t'ai dit encore une fois, ce mec-là, c'est l'une de mes plus belles rencontres, si ce n'est peut-être la plus belle, en termes de Humainement parlant. humainement parlant, et la claque que j'ai reçue dans ma vie. Ça m'a fait changer beaucoup de choses sur la perception que j'avais et la relation que j'avais par rapport à l'argent et par rapport à tout, bref. Et d'un coup, je lui dis, bon, t'es gentil avec ton histoire, mais je te crois pas trop, tu vois. Et il me dit pourquoi. Je t'habille comme un clochard. C'est pas possible que t'aies hérité d'un truc comme ça. Oui. Qu'est-ce que t'as fait avec l'argent? J'ai dit, mais t'as même pas de téléphone, rien. Il y en a peu qui vivent comme ça. Rien. Non, mais c'est les gens qui ont tout compris, tu vois. C'est les gens qui ont, c'est les gens qui ont une psychologie qui est au-dessus pour moi. Ils sont détachés de tout dictat. Bien sûr. Et ces gens-là, je les admire plus que des gens comme, Oui. je sais pas, que tu vois sur les réseaux sociaux, des influenceurs, ce genre de personnes. C'est, pour moi, les vrais héros sont ces gens-là. Hein. C'est pas les gens que tu vois en général, c'est les gens que tu vois pas. Il avait fait quoi de l'argent, du coup? Et du coup, je lui dis, mais je te crois pas, tu vois, c'est pas possible. Il me dit, Malek, passe-moi ton téléphone. Je lui passe mon téléphone. Il se connecte sur son site de sa banque. Il me montre la somme. Tu sais combien? Non. 75 millions. Millions? Millions. Et je parle en dollars, hein, je parle pas en roupies ou un truc comme ça. Oui, parce qu'on est tous millionnaires en Indonésie. J'étais comme ça. Et en fait, j'hallucinais, je me disais, mais c'est pas possible. Et là, je me dis, c'est pas un fake, parce que je vais passer mon téléphone. Oui. Il n'y a pas une capture d'écran Oui, qui oui, a donc inventé quoi que ça. c'est véridique, quoi. Mais et je le regarde, je me dis, mais comment, pourquoi? J'hallucine, c'est pas possible. Il me dit, rentre te reposer, à 13h, on se retrouve ici et tu verras où va mon argent. On se retrouve. On va. On fait du stop d'ailleurs, c'est un truc de fou. Il était à l'aise, hein, mais à l'aise. Oui, bah oui, il est habitué, quoi. On fait du stop. Et le gars, incroyable. On arrive dans un village. Et en fait, le truc qui m'a marqué, c'est de voir la réaction des gens quand ils ont vu. Le sourire. Oui. Même les enfants, tu vois. Le sourire, etc. Tu vois. Et tout le monde en train de câlin, l'embrasser, etc. Je me suis dit, mais où je suis? Et en fait, ce mec-là, l'argent
Et je lui dis, mais il me dit, Malek, il me dit, l'argent, voilà. Donc, il Et est. et je regarde autour de moi. Je vois une école. Je vois des panneaux solaires pour l'énergie, etc. Et je vois en fait plein de constructions. Oui, Tu vois. d'innovation. Et en fait, en plus avec un système qui est autosuffisant, tu vois, c'est-à-dire que il y a une production d'avocats. Cette production d'avocats en fait faisait travailler les gens. Cet argent en fait qui faisait permettait en fait de faire vivre entre guillemets la bouffe pour les gens, etc. Et par contre, voilà, l'école, etc. C'est moi qui paye. Ouais, Voilà, donc en fait, il l'éducation, l'aide. voilà, il aide, il dit mon argent va dans ça. Et dans la tête, je me dis mais il y en a qu'un seul de village. Puis, non. Puis en fait, ça fait 15 ans que j'arpente le monde et que dès que je peux aider, j'aide. C'est Et là, quand exceptionnel, il m'a ça. dit ça, tu me Ouais. des frissons. Là, tu prends Et une je me claque suis dit, énorme. mais qu'est-ce que je fous de ma vie, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je me dis, mais en fait, ces gens-là Mm. sont malheureusement, enfin, je sais pas s'ils veulent la lumière, je pense pas. Non, je pense pas. Mais on devrait prendre ces gens-là comme exemple. Je pense que le monde serait un. Ouais, je pense on vivrait dans un monde meilleur si on aurait plus d'exemples comme ça, Bien sûr. inspirants dans la vie. Bah, tu vois, c'est un peu le but de ce podcast aussi. C'est à chaque fois, à force de voyager, je fais des rencontres inspirantes, exceptionnelles, atypiques. À chaque fois, je me dis, mais moi, ça m'aide, ça m'inspire, Bien sûr. ça m'ouvre l'esprit. Donc, il faut que ces gens-là parlent justement pour ouvrir l'esprit à d'autres personnes et les inspirer à oser vivre leurs rêves, faire leur vie. Et c'est vraiment le but du podcast. Donc là, t'aurais pas pu mieux faire, quoi. Si je peux dire, franchement, si je peux dire un dernier mot par rapport à tout ça, c'est n'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que n'ayez pas peur du futur, n'ayez pas peur de ce que vont penser les gens de vous, n'ayez pas peur enfin, c'est bête ce que je veux dire, mais je vais pas dire rien n'est impossible parce que Non, voilà. mais il faut oser faire les choses. Ouais, parce que le seul regret que tu vas avoir, c'est de pas l'avoir fait. Bah, tu vois, je termine toujours le podcast en posant la même question. C'est quel est ton mantra, la petite phrase qui t'aide à avancer dans la vie? Du coup, là, on est complètement dans le sujet. Donc, tu vas pouvoir me répondre. J'en ai 2. Dis-moi. Et je te les ai déjà donnés. Donc, Bah, justement, n'ayez pas c'est pour peur. ça. N'ayez pas peur. Bah oui. Voilà. Et la deuxième, c'est vraiment, enfin, n'ayez pas peur, même 3 d'ailleurs, tiens. N'ayez pas peur, vivez l'instant présent. C'est c'est ultra ce que tu avais déjà dit. Ultra important. Et la troisième chose, il y en a 3 du coup. Ouais, il y en a 3. Ouais, je suis le forceur. Allez, toujours plus. La troisième, c'est prenez toujours le bon dans chaque expérience, même si au départ elle n'est pas mauvaise. Je vous garantis que vous verrez la vie d'un autre œil et que vous serez plus heureux. Mais il y a du positif dans tout. Hein. C'est ça. Mais il faut être capable de le voir. C'est ça. Il faut être capable aussi de l'apprécier. Oui, ça c'est sûr. Je termine le podcast. On pourrait parler encore des heures, mais bon, on a déjà énormément parlé. C'est clair. Je t'avais demandé d'emmener un objet qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est et pourquoi il te tient à cœur? Alors, c'est un chapeau que tu peux voir sur ta gauche, si je dis pas de bêtises. Donc un chapeau noir, assez simple. Noir, ouais, qui vient du Mexique. Ah. Déjà, qui est très stylé, on va commencer comme ça. Oui, il est très beau. Voilà. Je confirme. Mais en fait, pour te donner en fait le contexte, c'est dans l'état du Chiapas, et dans l'état du Chiapas, c'est l'état le plus pauvre du Mexique. Et qui est assez dangereux aussi. Ouais, et c'est très très pauvre. Et donc en fait, t'as beaucoup d'enfants qui vendent des souvenirs, etc. Et j'allais prendre mon petit déjeuner. J'y allais et en fait, j'ai été interpellé par une fille qui devait avoir, je sais pas, peut-être 5-6 ans. Bah oui. Et qui essayait de me vendre des souvenirs. Et en fait, il y a un truc que je ne sais pas faire, c'est manger devant quelqu'un qui a faim. Ah non, ça c'est parce que horrible. Mes parents ont toujours fait en sorte du mieux qu'ils pouvaient d'aider ceux d'avoir, enfin qu'on ait tout, moi, enfin mes sœurs et moi, on a toujours quelque chose dans l'assiette au maximum qu'ils pouvaient. Donc ça, c'est quelque chose qui est, c'est un programme dans ma tête ancré, qui quoi. J'essaie de ne pas encourager ce genre de tourisme, d'acheter des trucs. Bah non, parce qu'après, ils laissent les enfants dans la rue. C'est ça. Un cercle vicieux. Je ne donne pas d'argent aux enfants, c'est sûr, certains. Ah non, moi non plus, jamais. Par contre, à manger, c'est différent. S'ils ont faim ou s'ils ont besoin de quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Mon argent, je compte même pas. Oui, puis c'est un vrai moment que tu passes avec eux, ça n'a rien à voir. C'est ça. Et du coup, donc je l'invite dans cette boulangerie française. Elle avait jamais mangé. Bah oui. Et en fait, meilleur moment, ça. Ouais. Et très 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 timide au départ, vraiment. Et ce qui est fou, c'est que elle mange une tarte aux fraises. Ah, bon choix. Très bon choix. C'est mon dessert préféré. Ah, moi aussi. Voilà. Donc on mange. Et en fait, elle goûte la tarte et elle commence à pleurer.
Et, et je lui dis, mais c'est la première fois que tu manges ça? Elle me dit oui. Bah oui. Et elle me dit, c'est très bon. Et je lui pose une question, peut-être j'aurais pas dû, mais bon, après, encore une fois, il faut toujours prendre le bon en exécution. Je lui dis, et pourquoi tu ne vas pas à l'école? Et là, elle commence à pleurer, elle me dit, je voudrais aller à l'école, mais je peux pas. Et là, t'as dû te sentir très bête. Je me suis senti très bête, mais après, bon, on a mangé, etc. Je lui ai demandé où elle habitait, et je dis qu'on allait rentrer chez elle. Je suis allé voir les parents, et je leur ai dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que pour 2 enfants, je ne peux pas choisir une. Oui. Voilà. T'as financé. Je finance les études. Ah, c'est incroyable ça. Voilà. C'est-à-dire que je ne veux plus les voir dans la rue. C'est-à-dire que certes, je n'y étais pas, mais je connais des gens là-bas qui y habitent et qui peuvent je m'assure aussi avec cette personne-là que tout se passe bien. Alors, chaque mois, vous avez un versement qui arrive sur le compte. Ça paye les études, ça peut payer les affaires scolaires, etc. Il faut que, il faut 2 filles vont à l'école. Si un jour mon ami me dit qu'il les a vus en train de vendre quoi que ce soit, les versements sont terminés. Bah oui, normal. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Oui. Ok. Mais ils ont dû être choqués. Parce que c'est pas tous les jours que quelqu'un vient te proposer de financer les études de tes enfants. Enfin, t'as changé leur vie, honnêtement. Sur ça, enfin, encore une fois, ils s'y attendaient pas, c'est sûr. Bah, c'est... Mais tu verras pourquoi là, j'ai pris cette décision. Et je leur ai dit, voilà, c'est la seule condition. Bah oui. Le virement arrive tous les mois, il n'y a pas de souci. Encore aujourd'hui. D'ailleurs. Tu continues à le faire. Ah, bien sûr. Et d'ailleurs, le Mexique a été, c'est le pays dans lequel je suis le plus parce que. Bah oui, du coup, voilà. Il y a une attache. Par contre, elles ne savent pas que je paye. Et je leur ai fait promettre aux parents de ne jamais dire que c'était moi. Ah ouais? Parce qu'il est hors de question en fait que Oui. En fait, je veux qu'ils soient reconnaissants envers leurs parents, qu'ils arrivent à les sortir de là et qu'ils disent pas en fait c'est quelqu'un extérieur de nos parents qui nous a aidés pendant que nos parents nous mettaient dans la rue en train de mentir. Bah, je pense que tu peux difficilement faire plus humble comme décision. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que toi-même, tu savais. Bah, bien sûr. Parce qu'en fait, ça a été. C'est con ce que je vais dire, mais c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est ce qui m'a sauvé la vie de l'endroit dans lequel j'ai vécu. Si j'avais pas reçu d'éducation, si j'avais pas été à l'école, etc., j'aurais sûrement fait des conneries. Oui. Et pour moi, il y a 2 choses qui ne sont pas négociables. C'est qu'un enfant ne manque pas de nourriture et surtout d'éducation. Oui, bah, c'est ce qui permet de s'en sortir. Hein. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai quelques projets en tête, tu vois. Par exemple, des projets de création d'école ou même de ce que fait mon cher Eduardo, que je n'ai aucun contact avec d'ailleurs. Bah, il n'a pas de portable. Bah oui. Mais franchement, j'espère vraiment. Enfin, j'ai espoir de le rencontrer. Bah après, si tu retournes dans certains villages, peut-être que. Je sais pas. Je sais même pas combien de villages. De toute façon, si tu dois le recroiser, tu le recroiseras. J'en ai vu qu'un. Oui. Il m'a pas donné le nom des autres. Oui. Et j'en reviens au chapeau. Et en fait, le chapeau, ça a été l'un des objets que vendait la petite fille et qui a littéralement insisté pour me le donner. Bah oui. Pas me le vendre, me le donner. C'est pas du tout pareil. Pas pour les études. Non, pour la tarte aux fraises. C'est ça. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, elle se souvient encore de cette tarte aux fraises qu'elle a mangée. Ouais. Mais encore une fois, tu vois ce que je veux dire, mais je voulais pas être trop présent dans sa vie parce que je voulais pas qu'elle se dise c'est lui qui m'a aidé par rapport à nos parents. Je veux vraiment en fait créer cette espèce de cercle vertueux où les enfants aideront leurs parents comme les parents ont tenté et ils font le mieux qu'ils peuvent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Aider leurs enfants. S'ils les mettent dans la rue pour aller vendre des objets, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça. Ils peuvent pas les mettre à l'école. Il n'y a pas de RSA au Mexique. Ah bah non, mais il n'y a pas d'aide tout court. Pas de chômage, il n'y a pas de CAP. Donc, ils font comme ils peuvent. Ouais, encore une fois, c'est vrai qu'on a tendance à se plaindre en France par rapport à ce qu'on a, mais n'oubliez pas un truc, c'est que on est des privilégiés. Ah bah. Et qu'il faut, encore une fois, mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Oui, mais ça, pour le voir, il faut voyager, il faut se rendre compte de la chance qu'on a. Ouais. Et tout le monde ne le fait pas. Ouais. Non, mais ce chapeau, j'y tiens beaucoup et c'est marrant. Parce mais c'est une histoire incroyable, du coup. Que ce chapeau, il va rester avec moi le temps qu'il faudra. Mais tu l'emmènes partout, du coup. Partout. Ouais. Ça a énormément de valeur, quoi. Ouais. Et il a pas de si morflé que ça. Parce que non, franchement, il est nickel. 3-4 ans que je le trimballe, ça va. Fais attention. Ouais, faut faire attention. C'est sentimentalement parlant, ça vaut très cher. J'aimerais bien le ressortir dans quelques années. Ouais. Bah oui. Ouais. Quand elles seront diplômées et que. Bah bien sûr. C'est à ce moment-là que je pense que j'en aurai plus besoin. Bah oui. Le jour où tu pourras faire la photo de famille que toi t'as
tant apprécié. Ouais, non, C'est des gros moments. Je prendrais plus plaisir à voir la photo d'elles avec leur famille. Oui, non, mais c'est ça. Voilà, tu vois, non, moi, quand je te dis ça, c'est que tu prends la photo de la famille. C'est ça. Tu vois ce qu'elles ont réussi à accomplir et. Ouais, c'est la valeur que, c'est ça n'a pas de valeur. Ouais, ça n'a pas de valeur. Et c'est pour ça que, peut-être le laisser à la maison, celui-là. Ouais, vaut mieux. Écoute, merci d'avoir partagé cette histoire. Merci d'avoir partagé ton parcours. Avec plaisir. Et bravo. Bravo pour oser vivre ta vie. Parce que on rencontre peu de personnes qui le font vraiment. Et je trouve ça tellement inspirant. Donc, vraiment, j'ai adoré cette conversation. Vraiment, merci. Plaisir partagé. Et bon courage pour toutes tes aventures. Je te souhaite le meilleur. Ouais. Et à bientôt. Ouais, on se verra dans le monde, t'inquiète pas. Bien sûr. Allez, salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.